Que s'est-il passé entre l'Iran et les États-Unis? Ils voulaient attaquer Daïa. Ils ont attaqué Daïa. En ce moment même, ils frappent Daïa et le sud du Liban. Mais il y a eu une sorte d'affrontement entre l'Iran et les États-Unis. En réalité, l'enjeu principal, c'est le comportement d'Israël. Et pourquoi est-ce qu'on assiste à toute cette folie, à cette escalade, à ces attaques? Parce qu'Israël est désespéré. Les attaques de drones et cette nouvelle stratégie du Hezbollah qui combine drones et roquettes les mettent à genoux. Ils sont désespérés. Ils ne savent plus comment réagir. Même l'ambassadeur israélien à l'ONU l'a reconnu. Voici ce qu'il a dit. Voici un exemple de drone utilisé par le Hezbollah. C'est ça, la réalité à laquelle on fait face. Aujourd'hui, le Hezbollah utilise plusieurs types de drones, certains équipés de fibres optiques. Ces appareils pèsent moins de 2 kg, ils volent à basse altitude, ils sont très difficiles à détecter, et quand on en entend un au-dessus de soi, c'est déjà trop tard. Ils peuvent parcourir des dizaines de kilomètres sans être repérés, et soudain, on le voit juste au-dessus de sa tête. Ce qui rend ce drone particulier, c'est ce fin câble. Il ne dépend pas d'un signal radio. On ne peut donc pas le brouiller facilement, malheureusement. Ce câble permet à l'opérateur de recevoir une vidéo en direct et de garder le contrôle total jusqu'à l'impact. Voilà ce qu'est la guerre moderne, peu coûteuse, précise et mortelle. Oui, Leth, que se passe-t-il au Liban? Et que sait-on de la guerre en cours entre le Liban et Israël? Bon, vous savez, je veux juste corriger quelque chose. Les Israéliens menaçaient d'attaquer Daïa, la banlieue sud, mais ils ne l'ont jamais fait. Et ça, bien sûr, c'est grâce à l'Iran, qui a immédiatement menacé de détruire une grande partie du nord de la Palestine occupée. Ils ont même publié un avertissement avec une carte disant à tous les colons du nord de la Palestine, jusqu'à Haïfa et au lac de Tibériade, de se préparer à faire leurs bagages et à partir si le régime de Netanyahou est assez fou pour attaquer Daïa. Donc ça fait maintenant 2 jours que tout le monde attend de voir si Netanyahou est vraiment assez fou pour le faire et provoquer une confrontation directe avec l'Iran. Sur le champ de bataille, comme vous l'avez mentionné, et comme le soi-disant ambassadeur aux larmes de crocodile de la colonie sioniste à l'ONU le faisait remarquer, les tactiques utilisées par le Hezbollah, que ce soit les drones FPV ou les embuscades tendues contre les troupes israéliennes en progression, sont tellement efficaces qu'on sait qu'au moins 400 chars et véhicules blindés ont été détruits dans le sud du Liban. Et en ce moment, les capacités de surveillance du Hezbollah dans le nord de la Palestine occupée se sont renforcées, justement à cause de la destruction répétée des batteries du dôme de fer. On en a vu des dizaines être détruites au cours des 2 derniers mois à l'intérieur de la Palestine occupée, dans le nord. Aujourd'hui, les drones du Hezbollah et les missiles du Hezbollah qui volent pour frapper des bases et des positions de troupes israéliennes à l'intérieur de la Palestine occupée ne rencontrent aucun obstacle, aucune défense. Ils peuvent toucher tout ce qu'ils veulent, et ils le font. Ils ont pris pour cible la base de Méron, sur le mont Méron, au nord de la Galilée. C'est la base de commandement et de contrôle la plus importante dont disposent les Israéliens. Et mon parle de les colonies ethniennes jusqu'au Sula Oula, bien sûr. Il y a tout juste quelques minutes, d'énormes explosions ont eu lieu dans la colonie de Miskaf Am. C'est dans la partie nord de la Palestine, cette zone qui remonte sur la carte. Netanya et d'autres colonies sont également sous attaque. Une partie de ces frappes vise des rassemblements de soldats israéliens ou leurs bases. Mais d'autres attaques, celles qui causent le plus de pertes du côté israélien, sont des assassinats ciblés d'officiers,
de commandants, de colonels et d'autres responsables, postés à la frontière pour diriger les troupes israéliennes en mouvement. Et on a vu le Hezbollah traquer ses officiers à l'intérieur même des colonies, jusque dans les maisons où ils se cachent pour dissimuler leur position. Leurs véhicules sont repérés par les drones de surveillance du Hezbollah et ensuite, quand ils se déplacent, ils sont attaqués. On sait que les Israéliens ont reconnu la mort d'au moins 12 officiers ces derniers temps. D'ailleurs, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a cité nommément ces officiers qui ont été éliminés par le Hezbollah. Le combat tourne donc à l'avantage du Hezbollah. Et l'axe de la résistance est tellement confiant dans les performances du Hezbollah que, jusqu'à présent, l'accord tacite entre les États-Unis et l'Iran, selon lequel le Hezbollah et Israël peuvent s'affronter dans le sud du Liban et que le vainqueur rafle la mise, a clairement tourné à l'avantage du Hezbollah. Et c'est pour ça qu'on a vu Netanyahou tenter d'attaquer Beyrouth pour provoquer un événement à grand nombre de victimes afin de pousser l'Iran à intervenir. Ce qui, à son tour, aurait entraîné les États-Unis à venir défendre cette campagne militaire de Netanyahou déjà en difficulté. Voilà en réalité ce qu'il y a derrière tout ça. Et je pense que ce qu'on a vu ces dernières 24 heures, que ce soit les déclarations sur le désaccord de Trump avec Netanyahou ou les attaques qui ont eu lieu la nuit dernière contre l'Iran et contre certains vassaux de la péninsule arabique, tout cela montre à quel point la situation est fragile et à quel point il serait facile de se retrouver du jour au lendemain entraîné dans une guerre régionale. Donald Trump, dans son interview d'hier, a déclaré « Je suis préoccupé par le conflit en cours entre Netanyahou et le Liban. » Et voilà ce qui s'est passé, Laith. Quand il a annoncé, quand les Israéliens ont annoncé qu'ils allaient attaquer Dahia, les États-Unis ont dit « Si vous voulez empêcher l'attaque contre Dahia, vous devez arrêter d'attaquer Dahia. » Israël se trouve dans la partie sud du Liban. Donc, d'une certaine manière, il gère une partie et l'autre du Liban. Il parle du Liban, pas d'Israël. Puis l'Iran est intervenu en disant « S'ils attaquent Dahia, nous attaquerons la partie nord d'Israël. » Ils doivent évacuer leur maison. Et quelle est la situation à Dahia aujourd'hui? On a vu des images venant de Dahia, où des gens quittent leur foyer. Est-ce qu'ils peuvent y retourner? Parce que le professeur Malandi a dit quelque chose de similaire. Il a expliqué que ces personnes ont été déplacées de leur maison et d'autres quartiers du Liban. Ils se coordonnent avec d'autres pays du Golfe, avec le gouvernement libanais. Ils ne laissent pas ces gens retourner dans leur quartier ailleurs au Liban, parce qu'ils veulent faire pression sur les actes de résistance. Et on sait à quel point Dahia est importante pour ces actes de résistance. Oui, il y a deux choses que vous avez mentionnées ici. La première, c'est la proposition de cessez-le-feu que Rubio et les États-Unis essayaient de mettre sur la table. L'accord qu'ils proposaient concernait le nord de la Palestine. Si vous arrêtez de bombarder le nord de la Palestine occupée, alors nous arrêterons de bombarder la Dahia. Et bien sûr, le Hezbollah n'a pas accepté cette formule, parce que ce que le Hezbollah veut, c'est le sud du Liban en échange du nord de la Palestine. C'est ça la formule. Si vous attaquez la Dahia, alors nous attaquerons Tel Aviv. Ça a plus de sens. Et bien sûr, à la fois, le président du Parlement, Nabih Berri, qui représente le mouvement Amal, et les représentants du Hezbollah ont tous rejeté cette proposition. Ils ont répondu aux Américains qu'un cessez-le-feu total et un retrait complet des territoires occupés au Liban entraîneraient un cessez-le-feu du côté du Hezbollah. Vous savez, le Hezbollah ne tombera plus jamais dans le piège d'un cessez-le-feu à sens unique. Et l'Iran non plus n'acceptera ça, ni dans ses relations avec Israël, ni avec les États-Unis.
On a dépassé cette époque où Israël pouvait s'en tirer avec des cessez-le-feu unilatéraux, comme ça a été le cas à Gaza ou dans le sud du Liban pendant le cessez-le-feu de 2025. Aujourd'hui, c'est clair. La voie la plus forte à la table des négociations, c'est celle des armes. Celui qui peut imposer sa volonté imposera les conditions du cessez-le-feu. Et ni Israël, ni les États-Unis n'ont l'avantage militaire pour dicter les limites de ce cessez-le-feu. Quant aux habitants de la Daïa, oui, quand les Israéliens ont menacé de bombarder Al-Daïa, c'était la panique. On parle de 300 à 400 000 personnes vivant dans une zone très dense qui ont dû évacuer le plus vite possible. C'était le chaos, des heures d'embouteillage pour sortir d'Al-Daïa. La plupart des gens évitent Al-Daïa, pas parce qu'ils ont peur. C'est clair que, peut-être plus que jamais, les Israéliens n'oseront pas attaquer Al-Daïa. Enfin, on verra. Je ne veux pas anticiper. Mais les gens craignent que le simple fait de les voir revenir en masse à Al-Daïa mette les sionistes tellement en colère que par pur dépit, ils finissent par attaquer à nouveau, juste parce qu'ils voient les habitants reprendre une vie normale. Ils ne supportent pas que d'autres puissent vivre normalement. Alors, ceux qui rentrent le font discrètement, sans trop attirer l'attention. Et il n'y a pas vraiment de grand mouvement. Et je pense que même le Hezbollah dit aux gens de ne pas trop en faire, pour éviter que ces fous, que leurs sentiments soient trop blessés et qu'ils fassent ensuite quelque chose de déraisonnable. Pour les autres quartiers, je comprends ce dont parlait le professeur Marandi. Certains partis politiques, financés par l'argent du Golfe, essayent d'affirmer leur pouvoir sur les quartiers qu'ils contrôlent, et d'empêcher les personnes déplacées à l'intérieur du pays de s'y installer. Et ce n'est pas partout. C'est dans des zones très précises où le parti Kataeb ou le parti du Koweït exerce un contrôle total. Et ce sont les partis suprémacistes chrétiens. Dans les régions sunnites, même si la plupart des dirigeants des courants sunnites, sur le plan religieux comme politique, dépendent de l'argent du Golfe, la population, elle, n'a pas cette attitude. On voit donc beaucoup de zones sunnites et druzes devenir des lieux d'accueil pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et enfin, je dirais que même dans les régions chrétiennes, la grande majorité, celles qui ne sont pas sous le contrôle des Kataeb ou des forces libanaises, eh bien les gens y sont accueillants. Je dirais que le plus gros obstacle pour les déplacés internes aujourd'hui, c'est la flambée des prix des appartements et tout ce qui s'y rattache. Et ça, c'est davantage un problème de cupidité capitaliste qu'une question de sectarisme. Au cours des 3 derniers jours, si je ne me trompe pas, on a appris qu'Israël s'approchait du fleuve Litani, ou qu'il l'avait peut-être déjà franchi. C'est bien ça? Et où est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est sur tout le long du Litani, ou seulement sur certaines parties du fleuve? Et quelle est la situation là-bas? Oui, c'est trompeur, bien sûr, les déclarations des Israéliens. Parce que quand on regarde la carte, les Israéliens ont traversé depuis le point le plus proche entre la frontière de la Palestine et le fleuve Litani. Et ça, c'est à moins de 5 kilomètres, environ 4 kilomètres et demi. Et pour passer par ce chemin-là, il y a des villages chrétiens, Marjayoun et Deir Syrian, où le Hezbollah n'a pas, de position permanente. Donc, c'était un passage facile à ce niveau-là. Mais une fois qu'ils ont atteint le fleuve par cet axe d'environ 4 kilomètres, en traversant ces 2 villages chrétiens, ils sont restés bloqués pendant presque 3 semaines, en essayant de remonter jusqu'au château de Beaufort, ce trésor archéologique des croisés, situé à l'extérieur de la ville de Nabatillé, afin d'avoir une vue de tir sur la ville.
Et même si ça peut sembler logique d'un point de vue militaire, ça aurait pu être vrai il y a longtemps. Mais aujourd'hui, avec ces drones FPV, une fois que les Israéliens, après 3 semaines d'efforts pour atteindre le château de Beaufort, ont enfin réussi à y arriver, ils se retrouvent maintenant comme des cibles faciles, perchées sur une colline sans aucune couverture végétale. Ces 2 derniers jours, on a vu plusieurs vidéos publiées par le Hezbollah montrant des attaques de drones FPV contre des soldats, des chars, des Humvee, et on peut compter au moins 12 véhicules blindés détruits autour du château de Beaufort. Donc ça devient un vrai handicap. Les Israéliens voulaient cette image symbolique du genre. Regardez, on a pris le château croisé de Beaufort et maintenant on a franchi le fleuve Litani. Regardez-nous. C'est une façon vraiment stupide de prendre des décisions en Israël, tu vois? Et c'est parce qu'ils sont désespérés de montrer une image de réussite. Ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Ils sont coincés dans les 2 villages autour du château de Beaufort et ils se font pilonner. Et puis, il y a à peine 1 heure, sur l'autre axe où ils essayent d'avancer, le long de la côte entre Naqoura et Tyr, ou Sour, ils sont de nouveau bloqués depuis 3 semaines à Al-Bayada, qui est le principal village entre Tyr et Naqoura. Et ce matin même, le Hezbollah a annoncé une vaste opération, disant avoir attaqué et détruit un rassemblement de soldats israéliens à cet endroit. Beaucoup de ces points stratégiques que les Israéliens veulent prendre pour contrôler par le feu les grandes villes de Tyr et de Nabatiyeh deviennent en réalité des zones de mort pour eux. Laith, qu'est-ce qu'on sait exactement des explosifs utilisés sur ces drones et quelle est leur puissance réelle? Quels dégâts chacun de ces drones peut-il provoquer, que ce soit contre des soldats israéliens, des batteries du dôme de fer ou des systèmes de communication? Qu'est-ce qu'on en sait pour l'instant? Oui, on dirait que le Hezbollah adapte l'arme fixée sous ses drones FPV en fonction de la cible. On voit des FPV équipés de missiles à fragmentation quand ils visent des soldats à pied, de l'infanterie, en dehors de leurs véhicules blindés. Et là, c'est une mort immédiate, évidemment, ou une décapitation, ou la perte de membres pour quiconque se trouve à proximité d'un missile à fragmentation. Ensuite, on les voit utiliser des obus perforants, spécifiquement pour frapper les Merkava, les véhicules blindés de transport de troupes, et ces bulldozers blindés. Et ça met ce matériel hors service immédiatement, voire le détruit complètement. Et encore une fois, on les voit alterner entre missiles perforants et missiles à fragmentation quand ils visent des habitations ou des positions où les Israéliens se sont installés dans le sud du Liban occupé. Et donc, encore une fois, toute personne à l'intérieur de ces maisons est, vous savez, réduite en bouillie après ces explosions. Je ne sais pas si vos téléspectateurs ont vu ça, mais la semaine dernière, à Al-Bayada, que le Hezbollah a justement attaqué ce matin, les Israéliens avaient installé une base de commandement. Et le Hezbollah a publié une vidéo, un montage de tous les drones FPV attaquant cette base. Dans l'une de ces vidéos, on voit un drone passer par la fenêtre et on distingue tout l'équipement à l'intérieur, les ordinateurs, les écrans, tout le dispositif qui contrôlait les caméras et le reste dans la zone mise en place par les Israéliens. Et ce missile, ce drone FPV, a tout simplement détruit tout le centre de commandement. Les dégâts sont énormes pour la présence israélienne, pour leur capacité de communication et de contrôle de ce qui se passe sur le terrain.